Le 31 juillet 1992 sort La mort vous va si bien. Ce film marque définitivement l'entrée de Robert Zemeckis dans l'image de synthèse. Il y a 80 plans truqués par ordinateur et le film contient des effets assez variés. Les plus mémorables sont lorsque Madeleine possède soudainement une souplesse extrême et réussit à tordre son cou, ainsi qu'avec Hélène qui se retrouve avec un trou dans l'estomac. Le studio Amalgamated Dynamics Incorporation fabrique des animatroniques réalistes des deux actrices. Pour Madeleine, c'est un animatronique coupé au torse qui parle. C'est d'ailleurs la première fois qu'un animatronique possède un matériau de peau en silicone. Cette marionnette est efficace pour les plans rapprochés du personnage où sa tête est instable. Ou bien lorsque leur tête à toutes les deux n'ont plus de corps. Pour Hélène, son animatronique est utilisé sur ce plan où l'on voit l'eau passer à travers le trou de son ventre. L'image de synthèse joue un rôle important dans ce film, surtout quand Madeleine marche jusqu'à son piano avec la tête retournée à 180 degrés. En premier lieu, l'actrice joue la scène avec une cagoule bleue sur la tête. Ensuite, dans une autre pièce, elle doit rejouer la scène avec sa tête filmée sur fond bleu. Il suffit alors d'intégrer la tête sur son corps dans la prise d'origine. La difficulté vient du fait de devoir créer une transition entre un corps et une tête filmés séparément, avec en plus un cou complètement tordu. ILM développe pour l'occasion le premier outil 3D permettant de recréer la peau humaine, et crée donc une partie du cou de cette manière pour faire la transition. Le trou dans l'estomac, quant à lui, est une technique assez ingénieuse qui consiste à placer un accessoire sur le ventre de l'actrice. Le bord de l'accessoire représente l'intérieur de son ventre. Cela peut créer un effet de perspective et donner une illusion de profondeur. Comme elle est extrêmement fine, elle a un petit rembourrage sur les côtés pour rajouter du bide et fondre l'accessoire dans la masse. L'accessoire doit avoir un fond bleu ou vert pour que l'on puisse après intégrer ce qui est censé être derrière elle. Sur les deux scènes, il faut bien sûr à chaque fois, avec le motion control, refilmer une deuxième fois le fond sans l'actrice afin de récupérer les bouts d'image masqués par le fond bleu. On note également d'autres effets pendant le film comme du morphing, du fluide, de la surimpression, ainsi qu'un plan à la Zemeckis où Hélène faillit se faire écraser par une voiture. L'actrice est filmée en première, puis c'est au tour de la voiture. Les deux ont le même mouvement de caméra, grâce au motion control, et peuvent donc s'assembler très facilement. Dans les années 90, beaucoup de films combinent animatronique et effets visuels. Celui-là en est un parfait exemple, non seulement parce qu'il crée des innovations dans les deux domaines, mais aussi parce qu'il constitue pour ILM une sorte d'échauffement puisqu'ils devront donner vie un an plus tard de la même manière aux dinosaures de Jurassic Park. Arrive en salle en 1994, le plus gros succès commercial et critique de la carrière de Robert Zemeckis, Forrest Gump. Ce film est selon moi le premier du réalisateur à réellement définir son style. Les effets spéciaux sont pour la plupart totalement invisibles et sont présents pour définir le personnage et le thème de l'histoire. Le plan d'ouverture est à nouveau un plan séquence qui suit une plume virevoltant dans les airs pour finalement arriver au pied de Forrest. La plume est filmée sur fond bleu. Elle est accrochée à une perche qu'une personne manipule pour simuler sa trajectoire, mais l'ordinateur aide aussi beaucoup à déplacer l'objet où on le souhaite. Cette plume est censée se coller au pied droit de Forrest, ce qui s'avère tout à fait impossible. Du coup, il y en a déjà une de collée dès le début. La plume fond bleu est à la fin du plan manipulée de sorte qu'elle se place de la même manière que celle déjà collée au pied, afin d'avoir une transition parfaite. Il n'y a plus qu'à engager quelqu'un pour effacer la plume collée au pied de l'acteur pour toutes les images avant qu'elle soit censée l'être, et également une autre personne pour rajouter les ombres qu'elle doit normalement générer sur son environnement, en particulier sur cette voiture. L'amour de Zemeckis pour le motion control atteint son paroxysme dans ce film. Beaucoup de plans n'ont pas de CGI à proprement parler, mais simplement plusieurs éléments filmés séparément, puis rassemblés, en général sans fond bleu. Au début du film, quand Forrest est poursuivi par une voiture, elle est censée rouler très près de lui, mais pour des raisons de sécurité, Forrest et la voiture sont filmés en deux temps. Comme il n'y a pas de fond bleu derrière l'acteur, il faut faire de la rotoscopie sur Forrest pour ne récupérer que lui, et l'intégrer devant la voiture. La caméra pivote et le personnage disparaît, mais quand on le revoit, il a déjà parcouru 100 mètres en 2 secondes. C'est en fait une doublure présente dès le départ qui court à sa place. Même chose sur ces deux plans, la voiture et lui sont filmés séparément. Un peu plus loin dans le film, on a encore la même chose sur ce plan où les hélicoptères sont filmés dans un second temps. Pareil, quand Forrest porte son pote Booba dans les bras, ils sont filmés en premier, puis l'explosion en deuxième. Comme l'acteur qui joue Booba est beaucoup trop lourd pour Tom Hanks, au début du plan c'est en fait un cascadeur qui emporte un autre.
jusqu'au moment où il trébuche, où c'est cette fois Tom Hanks que l'on voit courir. Celui qui est porté est tenu par des câbles accrochés à une grue. Les avions de chasse sont eux en 3D. De retour du Vietnam, Forrest doit faire un discours à Washington devant des milliers de personnes. Il n'y a en réalité qu'une centaine de figurants face à lui. Le reste de la foule sont les mêmes personnes mais filmées par groupe, disposées à un autre endroit. On répète ce schéma plusieurs fois pour remplir tous les vides et avoir toute la foule, en prenant soin d'avoir le même mouvement de caméra à chaque fois. En ce qui concerne le CGI pur et dur, on peut noter ce plan où les oiseaux sont numériques. Également lorsque Forrest joue au ping-pong à une vitesse folle, la balle est toujours en 3D. Donc en fait il fait semblant de jouer mais avec toujours un bruit de métronome en fond pour lui donner le rythme. Un des effets les plus mémorables est bien sûr les jambes coupées du lieutenant Dan. La méthode est classique, on lui met des bas bleus sur les jambes, puis on les efface par la suite. Comme il doit y avoir un nœud au bout de ses jambes, il met ses tibias perpendiculaires à ses cuisses. En fait, la grande ingéniosité est de crédibiliser son handicap en fonction de ses mouvements. Par exemple, sur ce plan, il est assis par terre après être tombé. Il veut se remettre sur son fauteuil. Il tourne donc à 180 degrés mais avec les jambes en direction de la table basse. Étant donné qu'il a les jambes allongées sur le tournage, normalement il devrait se cogner contre la table. Mais à ce moment, la table n'est pas présente. Elle est seulement rajoutée par la suite en la filmant sans les acteurs. Du coup, ses jambes peuvent passer et donc inconsciemment, on croit encore plus à son handicap. Par contre, c'est la seule fois où l'on voit malheureusement les nœuds au bout de ses cuisses repliés sur le côté et le dessus, pour justement laisser la place à ses jambes. C'est pour cette raison que sur ce plan, quand il se retourne pour se jeter à l'eau, il ne tend pas ses jambes parallèles au sol. L'idée est d'enlever un bout du bord du bateau pour permettre à l'acteur de passer ses jambes et tourner sans problème. Le bout du mur est remis en place et filmé après coup pour l'intégrer sur cette prise. Même chose sur ce plan où il met ses jambes dans un trou qui sera comblé dans un second temps. Une autre méthode beaucoup plus facile et largement utilisée est de construire sous le siège un double fond où l'acteur plie ses jambes pour les cacher. Le dernier effet notable du film, le plus amusant de tous, est lorsque Forrest est incrusté dans des images d'archives. Il est donc à chaque fois filmé sur fond bleu. Les graphistes se chargent d'effacer de l'image la personne qu'il doit remplacer. La partie la plus compliquée est surtout la synchronisation de ses mouvements, par exemple quand il serre la main à quelqu'un, pour ça il a donc des repères dans l'espace. Les personnalités à qui il s'adresse ont à chaque fois un nouveau doublage avec une légère déformation des lèvres afin de correspondre au dialogue. Parfois, comme sur ce plan, la vidéo d'archive est bonne, mais la réaction d'une personne par rapport à la nouvelle situation ne l'est pas. Forrest montre ses fesses au président Johnson. Il faut donc montrer que le président est amusé. Donc les graphistes récupèrent une autre archive avec la bonne expression de visage pour la mettre sur l'archive principale. Une archive dans une archive. Le film reçoit 13 nominations aux Oscars et en remporte 6, dont meilleurs effets spéciaux, meilleur acteur pour Tom Hanks, meilleur réalisateur pour Zemeckis et meilleur film. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. 3 ans plus tard, arrive sur les écrans Contact. Les effets sont répartis sur 10 entreprises différentes, dont Sony Pictures Imageworks, ILM, le tout jeune Weta Digital et le petit français MacGuff. Imageworks s'occupe du plus grand nombre de plans car le superviseur VFX Ken Ralston a quitté ILM pour ce studio. Le plan d'ouverture est à nouveau un plan séquence où l'on commence dans l'espace, on voit la Terre, puis on recule de plus en plus en voyant le système solaire, la Voie lactée, les autres galaxies, pour finalement sortir de l'œil de l'héroïne enfant. D'ailleurs, la couleur de ses yeux est modifiée pour correspondre à ceux de Jodie Foster qui l'incarne adulte. Ce plan de 3 minutes et 7 secondes, réalisé par Imageworks, est à l'époque le plus long plan CGI dans un film traditionnel. La première partie du film présente beaucoup d'effets invisibles alors que la seconde rentre plus dans l'imaginaire. On a d'abord des nuits américaines, effectuées par ILM, c'est-à-dire que les scènes sont tournées en plein jour mais leur colorimétrie est modifiée en post-prod pour faire croire que c'est la nuit. Il y a également du remplacement de ciel. Les effets de foule sont faits de la même manière que pour Forrest Gump, filmer un groupe de gens à plusieurs emplacements différents, tout comme avec les images d'archives, où c'est cette fois l'archive du président Clinton qui s'incruste dans le film. Dans la deuxième partie du film, lorsque Ellie fait son expédition interstellaire, la première machine est faite entièrement par ordinateur. La seconde l'est aussi, mais également parfois une maquette à l'échelle 1/24e. La séquence du voyage spatial est assurée par Weta sur une quarantaine de plans. Quand elle apparaît sur la plage, elle est entourée de fond bleu qui est remplacé par un matte painting à 360 degrés.
Et on termine avec le meilleur effet du film, le meilleur plan du film, et peut-être même le meilleur plan de la carrière de Robert Zemeckis, qui apparaît au début. On est face à la jeune Ellie qui monte les escaliers en courant, passe par un couloir pour arriver dans la salle de bain. Et la caméra donne l'impression d'avoir tout filmé dans un miroir. Il faut donc filmer la scène normalement au début, puis l'intégrer par-dessus un autre plan où le miroir a un fond bleu.